Allez, fini les intermédiaires, fini les émissaires. Donald Trump et Vladimir Poutine veulent régler ce conflit en tête-à-tête. Il s'appelle demain. Nous en avons appris beaucoup. En ce qui concerne la Russie, on se débrouille très bien. Je parlerai avec le président Poutine mardi. Un gros travail a été fait ce week-end. Nous allons voir si nous pouvons mettre un terme à cette guerre. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, nous avons de très bonnes chances de le faire. Et pour en parler, nous sommes avec Magali Barthès. Bonjour Magali. Bonjour. Éditorialiste internationale LCI. Guillaume Roquette, bonjour. Comment ça va? Très bien. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et le colonel Michel Goya, vous ne pouvez pas nous échapper. Consultant militaire LCI. Bonjour colonel. Je voudrais vous montrer d'abord celui qui se réjouit le plus, enfin l'un de ceux qui se réjouit beaucoup aujourd'hui du côté américain, c'est Steve Witkoff, dont on parle beaucoup, cet émissaire américain qui dit qu'il pense que le président Trump et le président Poutine vont avoir une vraie conversation très positive. Alors on se demande ce que c'est qu'une vraie conversation d'homme à homme en quelque sorte, Magali. Il dit aussi nous verrons si nous avons quelque chose à annoncer, mais je pense qu'on a de très bonnes chances. Il a l'air très optimiste. Il a l'air très confiant dans ses dernières déclarations. Alors Witkoff, c'est donc celui qui a été envoyé par Trump en fin de semaine dernière à Moscou. Il aurait passé 3-4 heures avec Poutine en tête-à-tête. Et donc il revient, manifestement il est revenu à Washington avec une espèce de contre-proposition russe. Le téléphone a beaucoup sonné manifestement ce week-end entre les conseillers américains, les conseillers russes. Il y a eu beaucoup d'allers-retours jusqu'à donc l'annonce que l'on voyait dans Air Force One de Donald Trump disant qu'il allait prendre Poutine directement au téléphone. Alors c'est vrai que vu le ton employé par Witkoff, même par Mike Waltz, qui est le conseiller à la sécurité nationale, qui a l'air aussi assez confiant dans sa dernière déclaration, on se dit que manifestement les choses ont avancé ce week-end, que si ce coup de fil a lieu, c'est que certainement derrière, il y aura des choses à annoncer. Alors on ne va pas aller sur le cessez-le-feu certainement tout de suite, mais manifestement les choses quand même progressent entre les Américains et les Russes, à la faveur donc de ces allers-retours, de cet émissaire Witkoff, qui aura quand même vu 2 fois Poutine depuis le 20 janvier, depuis l'investiture. Oui, ça commence donc à faire il y a quand même des relations maintenant qui sont assez proches. Guillaume Roquette, il prépare un mauvais coup? Si on est du côté de l'Ukraine, en tout cas, on a peut-être toutes les raisons de s'inquiéter. Oui, je pense malheureusement que c'est effectivement ce qui va se passer. Il y a un contraste assez saisissant entre l'optimisme de l'émissaire de Donald Trump, l'optimisme du président américain et l'inquiétude des Ukrainiens. Et donc, si Trump considère que les choses avancent bien avec la Russie, alors même que Poutine est extrêmement réticent sur la perspective même de laisser la moindre chance aux Ukrainiens de sauver ce qui peut l'être, c'est-à-dire notamment leur indépendance, c'est-à-dire de mettre en place des garanties de sécurité. Vous pensez que c'est l'indépendance de l'Ukraine qui est en jeu, là, ces prochaines heures ? En tout cas, je pense que oui, je le crains. D'abord, c'est son intégrité territoriale, puisque on sait bien que Poutine va vouloir récupérer, entre guillemets, ce qu'il a déjà annexé, selon lui, c'est-à-dire ces territoires ukrainiens du Donbass, et puis évidemment de la Crimée, qui est russe, en tout cas aux yeux des Russes depuis 2014. Et à la suite de ça, qu'est-ce que devient l'Ukraine ? Si Poutine refuse de mettre des troupes européennes pour garantir le cessez-le-feu, qu'est-ce qui va le garantir ? Enfin, c'est beaucoup d'interrogations, c'est presque vertigineux. Ça aussi, il en sera question. On va partir du côté des États-Unis pour aller retrouver notre correspondante sur place à Washington. Bonjour Léa Merlier, vous êtes avec Alexandra Poupon. Est-ce que des détails ont filtré sur ce fameux coup de fil dans la presse américaine ? Alors vous imaginez bien que cet appel fait la une de la plupart des médias américains. En boucle à la télévision, ces images prises dans la nuit de Donald Trump à bord de son avion présidentiel lorsqu'il confirme qu'il y aura bien un appel avec Vladimir Poutine mardi, donc demain. Devant les caméras, il donne même les différents points qui pourraient faire l'objet de la discussion. Je parle évidemment des conditions pour signer ce cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Il aborde notamment le partage des avoirs ou encore l'avenir des
des usines de production électrique. Il se veut plutôt positif. Il explique que les discussions menées par son envoyé spécial, Steve Witkoff, à Moscou avec les responsables russes sont plutôt prometteuses. Je le rappelle, le dernier échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine remonte au 12 février dernier. À l'époque, c'était un premier pas pour rétablir les relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie. C'était une première depuis le début de la guerre. Merci beaucoup Léa Merlier avec Alexandra Poupon. Colonel Goya, vous qui êtes un as de la stratégie, je crois, pourquoi est-ce qu'on annonce à l'avance un coup de fil s'il n'y a rien à annoncer dans la foulée? C'est-à-dire qu'il y a quand même, en termes de communication, il y a beaucoup de choses qui sont faites. S'il l'annonce, c'est pour quelle raison d'après vous? C'est parce que finalement tout est déjà ficelé? Déjà, oui, les discussions ne se passent pas réellement au niveau le plus élevé. Où là, normalement, les choses sont déjà bien préparées en avant par des émissaires, des négociateurs depuis un certain temps. Donc là, on a une situation où devrait normalement sortir de cette négociation quelque chose qui ressemblerait à un plan. Mais en oubliant quand même un petit peu les empêcheurs de tourner en rond qui sont les Ukrainiens quand même dans cette affaire. Donc concrètement, Vladimir Poutine va faire un certain nombre d'exigences. Trump va les accepter probablement et on va dire aux Ukrainiens maintenant c'est ça, la paix c'est ça, et si vous refusez ça c'est que vous voulez continuer la guerre et donc la pression va se retourner d'une certaine façon à nouveau sur les Ukrainiens. Donc vous avez entendu Trump, on va parler des territoires. Vous n'imaginez pas beaucoup de pression sur les Russes, c'est-à-dire que demain ça va pas être un bras de fer entre... On n'imagine pas un bras de fer entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Il sera très discret ce bras de fer, mais ouvertement. Pour l'instant, vous n'avez jamais entendu véritablement Trump exercer la moindre pression, véritable pression. Il y a des vagues menaces de sanctions. Oui, de sanctions avec des taxes. C'est très vaporeux. Autant il a été extrêmement clair et dur sur les Ukrainiens, autant sur Vladimir Poutine, c'est plutôt la carotte que le bâton. Ouais, je vous fais juste écouter une voix russe. C'est Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui s'est exprimé aujourd'hui. Alors, lui, il n'est pas du tout sur le même ton que les Américains. Il se montre beaucoup plus prudent. La conversation est vraiment en cours de préparation. Mais à notre connaissance, les conversations entre les deux présidents ne font évidemment l'objet d'aucune discussion à l'avance sur leur contenu. Nous n'allons donc pas le faire. C'est vrai qu'on le sent beaucoup moins enthousiaste, Guillaume Roquette. Est-ce que finalement la Russie jubile et ne le montre pas, ou elle reste sur ses gardes d'après vous? Je pense que la Russie attend de savoir si Donald Trump va ou non lui demander quelque chose qui pourrait ne pas lui plaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des contreparties, un minimum d'équilibre entre le camp russe et le camp ukrainien? Mais Vladimir Poutine ne veut pas d'équilibre. Non, il ne veut pas d'équilibre, mais je ne suis pas certain qu'il veuille tout donner à la Russie. Il y a quelque chose de contradictoire entre la volonté de Donald Trump d'apparaître comme étant un homme fort. Il dit toujours « je veux la paix par la force », comme étant l'homme qui est capable de régler les conflits. Mais si l'Ukraine est humiliée dans cette histoire, je pense que les États-Unis eux-mêmes vont se trouver affaiblis par une Russie qui aura tout gagné. Or, on le sait, la pensée ultime de Donald Trump, enfin ça paraît un peu ambitieux de dire ça, mais en tout cas, celle qu'on croit deviner, c'est que la Russie se rapproche de l'Occident et pour se détacher de la Chine. Bon, s'il y a une Russie plus forte que jamais, les ambitions impériales vont redoubler. Et le problème qui a été réglé pour Trump avec l'Ukraine, il va se reposer demain avec les pays baltes, avec la Pologne, avec la Moldavie. Donc, cette espèce de capitulation annoncée... Pourtant, Donald Trump ne cesse de dire que ce sera la fin de la guerre et que ça y est, on vivra dans un monde en paix une fois qu'il aura réglé tout ça. Oui, eh bien, il me semble que s'il croit un minimum dans ce qu'il dit, il faut quand même qu'il y ait des garanties, les garanties dont je parlais tout à l'heure, notamment pour que le futur cessez-le-feu soit effectivement respecté. On parle de Steve Witkoff, là, l'envoyé spécial, l'émissaire. Bon, c'est pas un diplomate professionnel, mais c'est un homme qui a l'habitude des cessez-le-feu. Quelques jours avant l'investiture de Donald Trump, donc en janvier, c'est lui qui avait obtenu un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. Et là, il avait été très dur. Donc, quand ils veulent, ils peuvent être durs, les Américains. Je regardais. Mais dur avec une partie. Eh ben oui, sauf qu'il s'était montré dur aussi
avec Israël. C'est pour ça que je me permettais de rappeler cet épisode. Je voyais dans un article d'Haaretz, notre confrère israélien, pas de langue de bois, la conversation a été brutale. Donc moi j'ai du mal à croire que ces États-Unis qui montrent tant les muscles depuis l'arrivée de Trump puissent capituler comme ça devant la Russie. Mais peut-être que je me trompe. Ils peuvent peut-être obtenir quelque chose sur d'autres dossiers. Vous savez, dans un document du FSB qui avait fuité, il était question, par exemple, que les Russes cessent d'armer ou cessent d'équiper des entités ou des ennemis, d'entités hostiles aux États-Unis. Donc peut-être que cette négociation, elle est globale. En fait, c'est pas que l'Ukraine, c'est l'ensemble des rapports entre les États-Unis et la Russie qui sont en train de se. On pense à l'Iran, par exemple. On pense à l'Iran, peut-être. Voilà, qui est un sujet l'architecture de sécurité européenne, parce qu'au-delà, c'est l'OTAN aussi. C'est le déploiement. Il y a eu 20 000 soldats américains déployés en plus depuis la guerre en Ukraine sur le sol européen. Est-ce que là-dessus aussi, est-ce que ça fait partie de la négociation? En tous les cas, Poutine obtient quelque chose qu'il cherchait à obtenir quand même depuis des années. C'est un rendez-vous en tête-à-tête, enfin en tous les cas seul au bout du fil avec le président américain. Et donc c'est bien, c'est bien le retour dans le jeu de Vladimir Poutine, qui n'est plus du tout considéré comme un paria sur la scène internationale, puisque Trump, pour la deuxième fois en moins d'un mois, va le prendre au téléphone, ce qui montre bien qu'il obtient quand même certaines avancées sans avoir pour le moment rien lâché, parce que ce qui est quand même très net, c'est à quel point il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il a clairement fixé dans sa conférence de presse en fin de semaine dernière ce qu'il ne voulait pas, une Ukraine dans l'OTAN. Il veut les territoires. On sent bien que le but ultime est quand même de déstabiliser le pouvoir même qui est à Kiev. Tous ces buts de guerre n'ont pas changé et il aurait tort de se presser. C'est pour ça que quand on entend Peskov, le porte-parole du Kremlin, il n'y a pas de triomphalisme. Ils prennent leur temps. Les Russes, face à un Trump qui, lui, voudrait brandir un succès bien plus rapide. D'autant plus que les Ukrainiens sont en grande difficulté dans la région russe de Koursk. On ira voir ça sur les cartes. Vous avez raison de dire que ce n'est plus du tout tabou de parler à Vladimir Poutine. Justement, il en est question avec vous, Jérôme Garraud. Vous êtes notre correspondant en Russie. Est-ce qu'on parle beaucoup de cet appel autour de vous, Jérôme ? Évidemment, cette nouvelle est annoncée ici par tous les médias russes, d'une part parce que c'est important, ensuite parce que Donald Trump fait beaucoup parler, et puis parce que ce type d'échange place la Russie en réalité dans une position qu'elle recherche depuis des années. C'est-à-dire que l'interlocuteur, là, c'est le président des États-Unis d'Amérique. On est dans une logique de bloc, une logique de grand, et la Russie fait partie là des grands. Donc à chaque fois qu'il y a ces échanges entre les deux présidents, ce sont des échanges qui sont soulignés, qui sont mis en lumière par la presse. Alors Donald Trump évoque le partage de certains avoirs. On devrait avoir un peu plus de détails dans les heures qui viennent. Ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine, de son côté, va probablement, invariablement, lui rappeler quelles sont ses conditions à lui pour avancer sur un traité de paix, des conditions qui ne varient pas, c'est-à-dire ce qu'il appelle ses garanties de sécurité, le désarmement de l'Ukraine et l'assurance que Kiev ne rejoindra jamais l'OTAN. Merci beaucoup Jérôme Garraud avec Michael Merle depuis la Russie. On va écouter Donald Trump, parce qu'on l'a écouté tout à l'heure depuis son avion, le Air Force One, où il annonçait ce fameux appel, mais là il donne un peu plus de détails, où il parle justement de ce fameux gâteau qu'est l'Ukraine qu'il voudrait se partager. Je pense que nous allons parler de territoire. C'est un vaste territoire. C'est très différent d'avant la guerre, comme vous le savez. Et nous parlerons de territoire. Nous parlerons de centrales électriques. C'est une vaste question. Mais je pense que nous en avons déjà beaucoup discuté avec les deux camps. L'Ukraine et la Russie. Nous parlons déjà de la répartition de certains actifs. Et oui, ils y travaillent. Magali Barthès, est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'ils vont pouvoir se servir un peu comme ils l'entendent, parce que c'est le scénario terrible pour les Européens. Et puis pour les Ukrainiens, surtout. Bien sûr, mais pour les Européens, je disais, parce qu'ils tiennent à faire partie de ces discussions, ils n'en sont pas. Est-ce que les Ukrainiens vont donc devoir accepter le deal qui va être fait et rester impuissants ?
On a quand même vu un Volodymyr Zelensky qui n'a pas eu beaucoup le choix sur l'accord sur les terres rares, qui a dû le signer finalement. Il avait fait de la résistance dans le bureau ovale avec les conséquences que l'on connaît, la suspension du renseignement américain, la suspension de l'aide militaire, et qui finalement s'est retrouvé en Arabie Saoudite et qui a signé sans avoir, à mon avis, beaucoup plus de garanties de sécurité, c'est-à-dire à peu près aucune. Donc, de toute manière, déjà, il est très très compliqué pour l'Ukraine d'exister dans cette négociation, mais c'est vrai que quand on entend ainsi Donald Trump envisager une sorte de partage en effet de l'Ukraine, dire qu'ils vont parler territoire, c'est-à-dire concession territoriale de la part de l'Ukraine, évidemment que c'est très inquiétant. Je m'interroge aussi sur ce que Trump entend par les actifs à partager. Est-ce que c'est une référence à l'offre qui avait été faite par Poutine à Trump d'exploiter en collaboration presque avec les Américains un certain nombre de minerais dans les zones déjà occupées par la Russie? Est-ce dont il parle? C'est assez flou. Réellement, quand on entend Trump comme ça, on a du mal à comprendre exactement de quoi il parle, mais on sent qu'il y a une volonté quand même de régler ce conflit sur le dos des Ukrainiens et vraiment sans eux. Ouais, Guillaume, vous avez j'ai l'impression que Trump est délibérément flou, mais qu'en fait, ce n'est pas pour autant de l'improvisation. Il sait où il va, mais il ne veut pas donner tout de suite l'objectif final recherché. Et alors, il parle comme un businessman, il parle d'actifs, là, les assets, c'est comme quand on regarde le bilan d'une entreprise. Malheureusement, en diplomatie, ça semble être la nouvelle règle. D'ailleurs, son émissaire est lui-même un promoteur immobilier, donc il s'y connaît en business. Et c'est ça la priorité. Mais on voit que Trump, en fait, moi, ce qui est possible, même si c'est ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'en fait, Trump veut tout lâcher, mais il ne le dit pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il veut donner le sentiment au peuple américain que c'est l'homme qui a rétabli la paix et que le reste, finalement, c'est assez secondaire. Et qu'il a une main de fer et qu'il est capable de faire plier n'importe qui. Oui, c'est ça, et d'arrêter la guerre. Vous savez, il a eu de nombreuses déclarations là-dessus en disant c'est terrible, beaucoup trop de gens sont morts, il y a eu des destructions. Il est temps que ça s'arrête. Oui, c'est ça. Et exactement. Il est temps que ça s'arrête, sous-entendu. Quant aux conditions dans lesquelles ça s'arrête, c'est relativement secondaire. Avec l'idée d'un retour sur investissement pour les Américains aussi. C'est un peu ce qu'on comprend entre les lignes, c'est-à-dire cette idée que les Américains ont mis beaucoup d'argent sur la table pour soutenir l'armée ukrainienne, mais que grâce à Donald Trump et justement à sa diplomatie transactionnelle, les Américains vont récupérer leur mise, voire même davantage. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il faut voir l'accord sur les terres rares. C'est vraiment comme ça qu'il le vend au peuple américain. On va s'intéresser à ce partage de l'Ukraine comme un gâteau ou comme un butin de la part des Américains et des Russes. Avec vous, Michel Goya, on va pouvoir aller devant les cartes pour voir à quoi ça ressemble. Je voudrais juste saluer Laurent Sellerier qui nous a rejoint. Bonjour, vous êtes spécialiste des questions de défense et capitaine de vaisseau de réserve. Merci d'être avec nous. Surtout si Michel Goya dit une bêtise, vous nous arrêtez tout de suite et comme ça je vous donnerai la parole. Alors, colonel Goya, on va d'abord regarder exactement ce que les Russes occupent aujourd'hui. En Ukraine, parce qu'on sait que Vladimir Poutine tient énormément à ces 4 régions qu'il a officiellement annexées en septembre 2022. Luhansk est quasiment complètement occupé par les Russes, un peu plus de la moitié pour la région de Donetsk, et puis il y a environ 70% des régions de Zaporijjia et Kherson qui sont occupées par les Russes. On imagine bien que Vladimir Poutine n'acceptera pas de se retirer de ces zones qu'il a conquises par la force. Alors oui, le premier élément, c'est qu'en aucun cas, les Russes ne quitteront les zones conquises, que ce soit depuis 2022 ou que ce soit avant. Ça, c'est absolument exclu. Dans la loi russe, officiellement, ce sont les 4 provinces qui ont été annexées. 4 provinces complètement, donc avec leur frontière la frontière de province ukrainienne. Et donc, il est probable que dans les exigences russes, il y a cette idée d'occuper complètement ces 4 provinces. Bien évidemment, on imagine mal que les Ukrainiens acceptent ça, c'est-à-dire acceptent par exemple de quitter Kherson, de quitter les grandes villes ou la grande ville de Zaporijjia, d'abandonner. Pas non plus la Crimée d'ailleurs, qui est aussi annexée illégalement. Oui, bien sûr. Non, mais tout ça, il faut rappeler, c'est illégal, ça n'est reconnu par personne.
Dans le discours de Trump, ça n'apparaît jamais, ce côté totalement illégal des annexions, il faut quand même le rappeler. Donc il est probable que l'exigence russe soit ça, l'exigence de départ. Les Ukrainiens refuseront, et donc c'est là que très certainement se situera le point dur des négociations. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, alors, tout en haut, tout au nord, on voit des petits territoires dans la province de Kharkiv, et maintenant peut-être dans la province de Soumy, depuis le retrait des Ukrainiens de Koursk. Donc là, peut-être que oui, ces petits territoires seront peut-être cédés par la Russie. Ça, c'est pas très grave pour eux. Peut-être en échange d'une zone tampon à la place, c'est-à-dire une zone vide de sécurité le long de la frontière russe. Mais il faut bien comprendre, voilà, c'est le cœur du sujet. Oui. Et c'est là que ça va bloquer très certainement. Alors la centrale nucléaire, en tout cas, il est question de centrale nucléaire par la voix de Steve Witkoff, notamment, qui en a parlé, l'émissaire américain. On parle notamment de la centrale de Zaporijjia. C'est peut-être la seule que pourraient demander les Russes, puisqu'ils occupent actuellement la zone où se trouve la centrale. On le rappelle, la ville de Zaporijjia est toujours entre les mains des Ukrainiens. En revanche, cette centrale-là, elle est entre les mains des Russes. Et eux, l'idée, ce serait de mettre définitivement la main sur la plus grande centrale d'Europe. Pour quelle raison? Pourquoi ce serait... D'abord, parce que c'est extrêmement important. Alors oui, cette centrale, elle est contrôlée par les Russes actuellement, et elle le restera. On n'imagine pas, là non plus, les Russes évacuer... C'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est fini pour les Ukrainiens. De fait, en droit, les Ukrainiens n'en vont jamais accepter légalement cette annexion et la perte de ces territoires. Ils continueront à les mettre toujours sur la carte de leur pays, et ils ont raison. Mais ce qui est demandé, alors là c'est un peu plus technique et c'est en réalité moins important que la question pure des territoires, c'est la remise en œuvre de cette centrale. Donc il y a une forme de sécurité parce qu'elle est quand même de l'autre côté du Dniepr. Il y a les Ukrainiens, que cette centrale puisse être remise en œuvre en toute sécurité, qu'elle puisse alimenter toutes les zones occupées et peut-être, après tout, également le territoire ukrainien. Elle pourrait même être raccordée à la Russie. Pourrait raccorder la Crimée en particulier. Donc oui, ça fait partie des choses qui sont négociées. C'est important. Les centrales, on rappelle, c'est un des enjeux un peu inédit de cette guerre. Les centrales nucléaires, c'est quelque chose qui n'apparaissait pas forcément dans les conflits précédents. Maintenant, ça apparaît. Ce sont des objets stratégiques qu'il faut prendre en compte. Et ça inquiète aussi beaucoup la communauté internationale. Autre élément extrêmement important que Vladimir Poutine ne veut surtout pas lâcher, ce sont les ports. Alors là, on a dessiné les principaux ports sur cette carte. Alors on voit bien qu'il y a une grosse partie qui tomberait entre les mains des Russes. Oui, alors qui sont déjà entre les mains des Russes, effectivement. Enfin, qui tomberaient définitivement entre les mains des Russes. Enfin, de fait, encore une fois, et non pas légalement. Oui. Mais ce que veulent les Russes, c'est pouvoir les exploiter. C'est-à-dire que là, dans le mer Noire, ils sont dans une position un peu difficile, au contraire, où ils n'ont pas le contrôle véritablement de la mer Noire. Donc là, ce qu'ils demandent, en réalité, c'est la liberté complète de circulation sur la mer Noire. Et peut-être aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est à travers le détroit du Bosphore, qui pour l'instant est interdit aux navires militaires par une décision de la Turquie. Donc ça pourrait aussi... les Russes aimeraient bien pouvoir à nouveau faire circuler des bâtiments de guerre depuis ce détroit. Et en plus, on sait que les Russes sont en grande difficulté, notamment au niveau du port de Sébastopol, en Crimée. On va peut-être aller poser la question à Laurent Sellerier, qui est avec nous. Laurent Sellerier, je voudrais rappeler que vous avez signé une tribune pour dire que la géopolitique de 2025 se jouera en mer, c'était dans Le Monde. Pourquoi est-ce que finalement c'est le nerf de la guerre ? Alors, je crois qu'on l'a bien vu dans cette confrontation assez totale entre l'Ukraine et la Russie. Il y a le champ terrestre qui vient d'être évoqué par Michel Goya, il y a le champ aérien, il y a le champ cyber et il y a également le champ maritime qui est extrêmement important. Alors, quand on fait un zoom sur le domaine maritime pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a deux zones qui sont principalement clés, qui sont la mer Baltique et la mer Noire. Alors la Baltique, en 2022, était encore une zone relativement neutre, avec la Suède et la Finlande qui étaient neutres, et avec une facilité, une liberté de transit pour la Russie. La mer Noire était, elle, peu ou prou quasiment à l'acte russe. La marine russe maîtrisait totalement la mer Noire et avait une liberté d'action quasiment complète en 2022. Et puis la guerre s'est déclenchée et les principaux effets ont été que la Baltique s'est transformée progressivement en une mer otanienne,
avec l'annexion, avec la Suède et la Finlande qui rejoignent l'OTAN. Et dès lors, ça pose un problème absolument stratégique pour la Russie. Rappelons-nous, 40% des hydrocarbures exportés par la Russie passent par la mer Baltique, ils partent de Saint-Pétersbourg et ils traversent les détroits danois. Si maintenant on fait un zoom sur la mer Noire, la mer Noire est un enjeu absolument essentiel, à la fois pour les Russies comme pour la Russie comme pour les Ukrainiens. Pour la Russie, initialement, comme je le disais, ils pensaient avoir une liberté de navigation quasiment complète. Et puis, les Ukrainiens ont utilisé des flottes de drones. Ils ont réussi, sans avoir même de marine, juste en utilisant des drones, à détruire environ 30% de la flotte russe basée en mer Noire. Dès lors, la flotte s'est parquée, j'ai envie de dire, dans ces ports, et notamment dans ces ports à l'est de la mer Noire pour se mettre à l'abri des attaques de drones. Et pour l'Ukraine, la mer Noire est absolument essentielle en raison de l'importance qu'elle revêt pour le trafic de céréales. Gardons à l'esprit qu'à peu près 12% du PIB de l'Ukraine est basé sur l'export de céréales, et ces céréales transitent initialement principalement par Odessa, et puis Odessa étant soumis à de nombreux bombardements, et la route, on le voit sur votre carte, la route pour rejoindre le détroit du Bosphore en partant d'Odessa passe par les eaux internationales. Finalement, progressivement, il y a eu une bascule de l'exportation de Odessa vers... Merci Laurent Sellerier. Merci beaucoup. On a bien compris quels étaient les enjeux justement autour de ces ports et de ces mers. Il en sera question encore ces prochaines heures. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On revient